Il y a dans la vie d'une femme un silence qui n'est pas un désert, mais un commencement, un espace où le corps, soudain, cesse de réclamer l'extérieur. Ce silence corporel est souvent perçu par la société comme une absence. Absence de désir, absence d'amour, absence de vie, comme si l'énergie féminine ne pouvait exister qu'à travers les yeux des autres, qu'à travers la validation du désir. Pourtant, que se passerait-il si ce silence n'était pas un vide mais une ouverture, si ce n'était pas un manque mais une naissance? Carl Jung écrivait que tout ce qui est réprimé finit par chercher un autre chemin d'expression. Ainsi, lorsque le corps s'éloigne des jeux de séduction immédiats, lorsqu'il cesse de courir derrière les stimulations extérieures, c'est comme si l'âme enfin trouvait le micro dont elle avait été privée. Le silence devient un appel, un murmure premier, timide mais incontournable. Pour beaucoup de femmes, cette expérience se manifeste à travers des moments d'abstinence choisis ou non choisis. Et il est fascinant de constater combien de témoignages concordent, au lieu de se sentir vidées. Nombreuses disent qu'elles se sentent, pour la première fois depuis longtemps, chargées d'une énergie mystérieuse. Elles rêvent plus intensément. Elles pressentent plus fortement. Elles sentent une croissance intérieure qu'aucun miroir physique ne peut refléter. Ce que l'extérieur lit comme absence est, intérieurement, abondance. Dans la psychologie contemporaine, des études ont montré que le cerveau privé de stimulation habituelle développe une nouvelle plasticité. Par exemple, la recherche sur la méditation révèle que la réduction volontaire de certains plaisirs sensoriels accroît l'activité dans les zones liées à l'intuition et à la créativité. Oh, Lutze Salbe comme que 2004. En d'autres termes, lorsque la frénésie des désirs immédiats ralentit, un espace mental s'ouvre, comme une clairière dans une forêt dense. C'est peut-être pour cela que tant de femmes en période de retrait découvrent une puissance qu'elles ne soupçonnaient pas. Une puissance non pas de séduction, mais de présence. Cette présence est dangereuse pour un système fondé sur la validation extérieure, car une femme qui cesse de quémander des preuves d'amour devient indomptable. Elle commence à choisir plutôt que attendre d'être choisie. Elle comprend que l'important n'est plus d'aimer pour recevoir de l'amour, mais d'apprendre à habiter ce regard intérieur qui n'a besoin de personne d'autre pour exister. Pensons à un exemple concret, une femme sort d'une rupture douloureuse, autour d'elle, on lui conseille et, et, et tu devrais vite rencontrer quelqu'un d'autre, te distraire, sortir. Mais cette fois-là, elle refuse la fuite vers l'extérieur. Elle marche seule le soir. Elle apprend à cuisiner silencieusement pour elle-même. Elle redécouvre ses anciens carnets de dessins abandonnés. Les premiers jours, le silence pèse. Mais au fil des semaines, elle sent une curiosité nouvelle naître en elle, comme si elle se rencontrait enfin. Ce n'est pas une mort du désir, c'est une transmutation. Dans la logique jungienne, cela s'appelle une rencontre avec l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons fui en cherchant à être désirable, accepté, applaudi, tout ce qui a été refoulé pour plaire. Or, à l'instant où l'on cesse de courir derrière des regards extérieurs, l'ombre émerge, et elle nous demande « Vas-tu enfin m'écouter ?» Et que sans choix. Cet instant est difficile, car il se traduit souvent par une impression d'invisibilité. La femme n'est plus la convoitée, ni l'épouse, ni la muse, elle est seulement elle-même. Et cela fait mal, parfois plus que n'importe quel rejet. Mais comme le papillon qui serre dans son cocon avant l'éclosion, cette douleur est passage. Le silence du corps devient l'espace rituel où la métamorphose commence. Alors, au lieu de combler tout de suite ce silence par des relations de fortune, la femme qui persiste dans ce retrait sent peu à peu naître une flamme basse, intérieure, stable. Elle sent que ce silence lui enseigne un langage oublié. Ce n'est pas isolement, c'est immersion. Et ce n'est pas fragilité, c'est initiation. Une donnée intéressante des neurosciences sociales. Des chercheurs de l'Université de Virginie 2014 ont découvert que certaines personnes préféraient subir une petite douleur électrique plutôt que de rester seules avec leurs pensées pendant 15 minutes. Cela révèle combien notre culture redoute le face-à-face avec soi-même. Or, lorsque la femme choisit volontairement ce face-à-face, elle inverse des siècles de conditionnement.
Elle ose rester avec elle-même quand tout pousse à se disperser. Et dès lors, la magie commence. Elle découvre que son corps n'est pas en pause, mais en rituel. Elle commence à sentir qu'elle ne s'étiole pas. Elle germe, et tout ce qu'elle retrouve en elle, rêve, intuition, mémoire, devient les pièces d'un puzzle nouveau, celui de son identité profonde. Car ce qui se perd, en vérité, ce ne sont pas des occasions de désir, ce qui se perd, ce sont des chaînes, et ce qui se gagne est plus grand que n'importe quel regard. Une âme qui se compte elle-même et qui, pour la première fois, dit « je suis » et « je suis fils ». Le silence est rarement confortable. En réalité, il est souvent brutal. Quand une femme s'éloigne du jeu de la séduction, le monde autour d'elle semble perdre ses repères. Ses proches lui demandent pourquoi elle ne sort plus, pourquoi elle se laisse aller, comme si sa valeur dépendait de sa visibilité dans les circuits du désir. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce retrait n'est pas une chute, c'est une immersion. Elle ne fuit pas la vie, elle plonge à l'intérieur, et ce bassin intérieur est d'abord froid et déroutant. Oui, mais c'est aussi dans cette eau profonde que dort une mémoire ancestrale. Carl Jung parlait de cette étape comme de l'entrée dans le royaume de l'ombre. Ce qui a été caché, c'est ce qui a été refoulé, remonte enfin. Au début, tout cela apparaît comme chaos, des souvenirs blessants qui reviennent, des émotions soudain intenses, des doutes qui érodent la confiance. La société, elle, juge vite. Soit elle pathologise ce retrait, tu es dépressive. Soit elle encourage à combler ce vide au plus vite, tu devrais te changer les idées. Mais ce qui ressemble à vide est en vérité une matrice. On oublie trop souvent que la graine, avant de devenir arbre, doit d'abord pourrir sous terre. La psychologie moderne a aussi son mot à dire. Des chercheurs sur la résilience, comme Anne Maston, ont montré que la solitude forcée ou choisie peut déclencher un processus de réorganisation psychique. L'isolement brise des habitudes, et c'est ce moment de désorientation qui permet à l'individu de créer de nouveaux schémas de pensée plus stables et plus authentiques. Ordinary Magic 2001. Autrement dit, ce malaise intérieur n'est pas un problème à fuir, mais un passage à traverser pour intégrer une force insoupçonnée. Et cela résonne avec des histoires concrètes. Prenez Clara par exemple. Après des années de relations où elle tenait le rôle de sauveuse, toujours celle qui répare, qui pardonne, qui console, elle a choisi de rester seule. Les premiers mois, elle se sentait vide, non reconnue, presque inutile, mais petit à petit, elle a remarqué qu'elle dormait différemment. Ses rêves étaient plus intenses, comme des messages codés. Elle a commencé à écrire chaque matin ce qu'elle voyait, et en quelques semaines, elle a découvert des schémas. Ses rêves parlaient de mers calmes, d'oiseaux, d'anciennes maisons, comme si son inconscient cherchait à lui dire qu'elle était enfin de retour chez elle. Ce type d'expérience est fréquent, les périodes d'abstinence deviennent des portails vers une sensibilité accrue. C'est ce que les traditions spirituelles ont toujours pressenti. Les mystiques, qu'ils soient soufis, chrétiens ou bouddhistes, savaient que priver le corps de certains plaisirs immédiats ouvrait une dimension intérieure plus vaste. Et là réside la véritable force, transformer l'énergie qu'on dépensait à chercher l'extérieur en énergie de construction intérieure. Dans le langage jungien, c'est le passage du besoin compulsif à la quête consciente. On pourrait croire qu'une telle période coupe la femme du monde, mais en réalité, elle l'y relie autrement. Ce n'est plus une connexion fondée sur la dépendance, mais sur l'observation. Elle voit désormais les dynamiques affectives comme des symboles. Elle comprend que l'homme ou la relation qu'elle idéalisait n'était qu'un miroir de ses désirs refoulés. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et douloureuse. Libératrice parce qu'elle ne fait plus de l'autre un sauveur. Douloureuse parce qu'elle réalise qu'elle a longtemps troqué sa propre essence contre quelques instants d'illusion. Et c'est précisément là que le monde commence à la craindre, parce qu'une femme qui n'a plus besoin de séduire pour exister devient imprévisible. Elle cesse de jouer selon les codes convenus. Elle ne se compare plus.
Elle n'attend plus les likes sur ses photos ou la réponse à un message. Elle existe par elle-même. Et cette existence pleine dérange, car elle révèle l'énorme mascarade dans laquelle tant d'autres sont encore prisonniers. Les sciences sociales ont un concept clé ici. Agency, la capacité d'agir en tant que sujet plutôt qu'en tant qu'objet. Des chercheurs comme Albert Bandura ont démontré combien l'auto-efficacité, le sentiment de pouvoir influencer sa vie, est corrélé à une meilleure résilience émotionnelle. Le retrait volontaire des jeux de désir est, en ce sens, un acte radical d'auto-efficacité. La femme dit « Je ne suis plus un accessoire. Je suis le centre de mon propre récit. » Bien sûr, cette transition est tout sauf douce. Elle vient avec ses tentations. Les vieux schémas frappent à la porte. Un ex qui revient, une invitation facile, une distraction brillante mais vide. Et parfois, il est presque insupportable de résister. C'est comme si l'univers testait la solidité de cette nouvelle colonne intérieure. Or, ce test est nécessaire. Parce que seule celle qui résiste à l'appel du compromis peut entrer réellement dans ce qu'on appelle individuation. Imaginez ce moment comme un cocon. Le cocon se resserre, il étouffe, il donne l'impression qu'on va mourir étouffé, mais c'est justement cette tension qui fabrique les ailes. Le corps silencieux n'est pas mort. Il est en train de redistribuer son énergie. Ce n'est pas une abstinence punitive, c'est une incubation. Et l'angoisse qu'on ressent alors n'est pas preuve d'erreur, mais signal de métamorphose. Et c'est là, au cœur de cette vulnérabilité, qu'une lueur commence à poindre. C'est une voix intérieure, discrète, qui ne crie pas mais qui insiste. Une présence qui ne se montre pas mais qui accompagne. Jung aurait parlé de l'anima, ce principe féminin profond qui relie la conscience au mystère. Cette présence murmure « Tiens bon, tu n'es pas perdu, tu es en train de naître ». Lorsqu'une femme accepte de traverser ce désert de bruits et de validations, quelque chose d'inédit commence à s'organiser en elle. Le silence cesse peu à peu d'être un fardeau. Il devient un alphabet. Elle découvre que chaque inconfort, chaque nuit agitée, chaque vague de nostalgie est en réalité un mot d'un langage ancien, celui de son âme. Et ce langage n'est pas fait pour plaire à l'extérieur, mais pour révéler l'intérieur. À ce stade du chemin, de nombreuses femmes ressentent une nostalgie particulière, mais qui n'a pas d'objet précis. Ce n'est pas le manque d'un homme, ni d'une étreinte, ni même d'une relation passée. C'est une nostalgie d'elle-même, d'un territoire intime jamais visité, mais dont elle pressente l'existence. Cet appel est puissant. Jung décrivait cela comme l'élan du processus d'individuation, ce passage où l'âme se retire de ses anciennes projections pour revenir à elle-même. Imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, a offert des morceaux de miroir aux autres. Dans chaque relation, elle tendait un fragment d'elle pour être reconnue. Et soudain, elle se rend compte qu'il ne reste presque plus rien pour se regarder elle-même. Le silence devient alors le moment où l'on ramasse ces morceaux et où, patiemment, on recompose un miroir entier non pour séduire, mais pour enfin se voir. C'est d'ailleurs ce que soulignent certaines recherches récentes sur la solitude choisie. En 2019, une étude menée par Thuy T. Nguyen, The Journal of Positive Psychology, a montré que la solitude volontaire favorise la régulation émotionnelle et augmente le sentiment d'authenticité personnelle. En d'autres termes, lorsqu'on s'autorise à s'extraire des regards extérieurs, on réduit la compulsion de jouer un rôle, on retrouve le goût d'être vrai. Mais attention, cette étape n'est pas douce comme une méditation parfumée de bougies, elle est souvent brutale. L'ego, habitué à survivre grâce au regard des autres, panique. Il souffle des pensées de peur. Tu perds ton temps, tu gâches ta jeunesse. Tu vas finir seul. Ce sont des voix intérieures qui résonnent avec les messages de la société. Une femme doit être belle, désirée, toujours en mouvement. Et soudain, en se retirant de cette scène, elle a l'impression de devenir invisible. L'invisibilité au début fait mal. On quitte la scène. On n'occupe plus le rôle de compagne. De muse, de désiré, on se retrouve nu face à soi. C'est une douleur comparable à un exil, mais c'est aussi un espace de réinvention, comme l'artiste qui, fatigué de jouer des rôles pour plaire au public, ferme le rideau et retourne à son atelier secret. Il existe un exemple simple. Sophie, cadre dynamique, a toujours défini sa valeur selon le regard masculin. Ses histoires se terminaient toujours par le même refrain.
se sentir remplacée et inutile dès que le désir de l'autre s'éteignait. Après une rupture définitive, elle a décidé de s'éloigner des relations sentimentales pendant 1 an. Les premiers mois furent terribles. Elle ne savait pas quoi faire d'elle-même sans être aimée. Elle errait jusque tard la nuit dans son appartement, comme si sa vie perdait sa colonne vertébrale. Mais graduellement, l'inconfort a changé de nature. Elle a retrouvé sa passion pour la photographie, ce regard intérieur qu'elle croyait perdu. Elle a commencé à saisir des détails que personne ne voyait. Des reflets dans les vitres, la lumière posée sur des visages inconnus. Et un jour, elle a réalisé qu'elle ne regardait plus pour être vue. Elle regardait pour se voir. Ce genre d'expérience prouve que le silence du corps n'est pas inactivité, mais gestation, c'est une énergie qui se réoriente, comme l'eau qui cesse de jaillir en cascade pour s'infiltrer en profondeur, nourrissant des racines invisibles. Et il y a une conséquence fascinante. Plus la femme habite ce silence, plus elle devient imprévisible. Non pas instable, mais libre. Le monde ne sait pas quoi faire d'une femme qui n'a plus peur de rester seule, qui ne supplie plus d'être choisie. Car elle a déjà choisi. Elle s'est choisie. Et cette autonomie bouleverse l'ordre normal des relations, parce qu'elle révèle que beaucoup d'entre elles ne reposaient pas sur l'amour véritable, mais sur la peur du vide. La psychologie existentielle l'avait pressenti depuis longtemps. Viktor Frankl, survivant des camps et auteur de Man's Search for Meaning, expliquait que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle épreuve, pourvu qu'elle ait un sens. Le silence du corps, s'il est choisi dans un but de retour à soi, devient non plus absence, mais mission. La douleur de l'abstinence n'est alors pas souffrance inutile, elle devient seuil. C'est en ce sens que les traditions anciennes parlaient de rites de passage. Dans ces moments, quelque chose meurt et quelque chose naît. La femme ne peut plus redevenir la version d'elle-même qui avait besoin d'être désirée pour vivre. Elle est en train de se transformer en une femme nouvelle, une femme qui ne marche plus mendiante d'amour mais souveraine de son propre feu intérieur. On le voit aussi dans le quotidien le plus anodin, la façon dont elle choisit ses vêtements cesse d'être pensée pour séduire. Elle s'habille désormais selon son propre plaisir. Ses décisions ne cherchent plus à éviter le jugement. Elles suivent ce qui résonne véritablement. Même sa manière de marcher change. La tête haute non pour paraître forte, mais parce que sa colonne intérieure s'est redressée dans le silence. C'est fragile. Au début, bien sûr, les nuits solitaires piquent un peu, et parfois on a envie de céder aux anciens schémas. Mais chaque matin, une petite force nouvelle se dépose dans sa peau. Et cette force a quelque chose de mystique. C'est celle d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Peu à peu, la femme qui traverse cette voie du retrait commence à percevoir une mutation subtile. Son rapport au temps change. Elle n'est plus dans l'urgence de combler un manque ou de remplir un espace vide. Elle découvre une nouvelle temporalité, une pulsation intérieure où chaque instant semble avoir plus de densité. L'absence de mouvement extérieur laisse place à une écoute fine, comme si le moindre détail devenait un signe. Dans ce silence, de nouvelles questions surgissent, plus profondes, plus radicales. Pourquoi ai-je toujours eu besoin d'être désirée pour me sentir vivante ? Pourquoi le regard des autres a-t-il eu plus de poids que mon propre regard ? Pourquoi ai-je cru que l'amour des autres valait davantage que mon amour pour moi ? Ces interrogations ne sont pas de simples réflexions abstraites, elles deviennent des clés, des éclats de lumière qui transpercent les conditionnements hérités. Au début, cela peut ressembler à un vertige, car se rendre compte qu'on a bâti toute une identité sur des attentes extérieures est douloureux, mais dans cette douleur se cache une libération. Elle réalise qu'elle n'était pas la femme qu'elle croyait, mais une version édulcorée d'elle-même, façonnée pour correspondre. Et là commence le dur travail de dépoussiérage, enlever, défaire, dissoudre, jusqu'à retrouver une essence authentique. La psychologie appelle cela la déconstruction des schémas d'attachement. Des travaux de John Bowlby et Mary Ainsworth ont montré combien nos relations affectives sont programmées par des modèles précoces de dépendance et de sécurité. Si, enfant, on a appris que l'amour devait se mériter ou se conserver à tout prix. Adulte, on reproduit inconsciemment ce schéma, mais dans le silence du corps, la femme commence à voir ce mécanisme,
non plus comme un destin, mais comme une répétition qu'elle peut interrompre. C'est une prise de pouvoir immense. Voir que son histoire intime n'est pas une fatalité, mais un cycle qu'elle peut briser. Un exemple simple. Camille, après des années de relations fusionnelles, où elle s'éteignait petit à petit pour maintenir le couple en vie, a vécu un long célibat. Au début, l'absence de messages ou de gestes tendres lui semblait insupportable. Mais petit à petit, sa solitude a éclairé quelque chose. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait, mais une sécurité qu'elle n'avait jamais trouvée en elle. Une fois qu'elle a compris cela, elle n'a plus vu le silence comme un manque, mais comme une possibilité de bâtir en elle ce socle qu'elle attendait toujours de l'autre. C'est là que le silence devient un laboratoire, chaque souvenir ancien, chaque relation douloureuse, chaque scénario répétitif prend un autre sens. Ce ne sont plus des blessures qui saignent, ce sont des archives précieuses, comme des archives symboliques qui montrent la logique cachée derrière ses choix passés. Elle commence à comprendre que tout ce qu'elle a traversé, même les épreuves les plus dures, prend valeur d'enseignement. Dans cette phase, Jung parle de l'intégration de l'ombre. L'ombre, c'est cette part de nous que nous avons rejetée, car elle ne correspondait pas à ce que la société attendait. Mais le paradoxe, c'est que tant qu'on refuse de regarder l'ombre, elle dirige nos vies en secret. Alors que quand on l'intègre, quand on cesse de fuir ce qui dérange, une paix nouvelle naît, non pas la paix de l'oubli, mais la paix de la réconciliation avec soi. Des études contemporaines confirment ce mécanisme. La thérapie d'acceptation et d'engagement, AST, mise en avant par Stephen Hayes, montre que la guérison ne passe pas par la suppression émotionnelle, mais par l'acceptation consciente de ce qui nous habite. Cela rejoint parfaitement la dynamique que traverse la femme. Elle cesse de combattre son vide comme ennemi. Elle l'accepte comme allié, messager, guide. Et c'est ici que le silence cesse d'être purement douloureux. Il devient fertile. Quand elle se surprend à rire seule en cuisinant, quand elle remarque qu'elle aime passer des heures à écrire dans un carnet, quand elle redécouvre des passions qu'elle croyait enfouies, la danse, la lecture, la peinture, elle comprend que ce n'est pas de l'abstinence, mais de la transmutation. Elle déplace l'énergie de la dépendance affective vers la création, la contemplation et l'ancrage. Ce basculement est discret, presque imperceptible au début, mais il est profond. La solitude n'est plus synonyme de perte, elle est devenue un terrain de réinvention. Ce n'est plus une salle d'attente ennuyeuse avant le prochain amour, c'est un temple où chaque jour nourrit une force nouvelle. Et plus ce temple se bâtit, moins elle ressent le besoin de remplir, à tout prix le silence et le tss. Alors oui, le monde extérieur continue parfois à s'inquiéter Ah, tu devrais sortir plus. Tu risques de passer à côté de ta vie. Mais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que justement, c'est dans ce retrait que la vraie vie commence. Car il ne s'agit plus de jouer des rôles, mais d'être. Et être. Cela effraie toujours ceux qui n'ont jamais osé plonger dans leur propre profondeur. Petit à petit, elle réalise qu'en cessant de chercher à être choisie, elle a libéré une immense énergie. Et cette énergie, loin de disparaître, devient lumière. Une lumière qui attire autrement. Non plus comme une vitrine à désirer, mais comme une présence magnétique, ancrée, entière. À force d'habiter ce silence, un seuil invisible s'est franchi. Ce qui autrefois était ressenti comme une absence est désormais vécu comme une abondance. Désormais, l'énergie ne se disperse plus dans la quête de regard, elle s'accumule et circule différemment, comme une rivière qui retrouve son lit naturel. La femme comprend que ce processus n'a jamais été un exil, mais une initiation secrète. Elle n'était pas mise de côté, elle était en gestation. C'est ici qu'apparaît une force presque mystique. Ce n'est pas une puissance agressive, tapageuse, mais une intensité tranquille, comme une flamme qui ne vacille plus. Le monde, habitué aux femmes qui quémandent, en est dérouté. Que faire de celle qui n'attend plus ? Que faire de celle qui n'espère pas être choisie parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même ? Cette autonomie déstabilise, car elle renverse le code tacite de tant de relations basées sur le manque et la peur. Et il est vrai que cette transformation perturbe
Ceux qui approchent cette femme perçoivent quelque chose de différent. Son silence n'est plus passif, il impressionne. Ses gestes sont mesurés. Elle n'est plus dans la hâte. Elle ne cherche pas à convaincre. C'est elle qui détermine le rythme. Non la peur de perdre. Comme si une nouvelle gravité intérieure s'était installée. La science apporte ici une confirmation fascinante. Des recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui développent une forte autonomie émotionnelle dégagent naturellement plus de confiance et d'attraction sociale. Autrement dit, c'est lorsqu'on n'a plus besoin d'être validé qu'on devient le plus magnétique. C'est paradoxal, mais profondément logique, les autres sentent qu'ils ne peuvent pas manipuler, ni contrôler. Et ce qui échappe au contrôle attire. Prenons un exemple du quotidien. Élise, après 2 ans de célibat volontaire, raconte comment elle a arrêté de courir derrière les relations, elle a remis de l'énergie dans sa passion pour le chant. Au début, c'était juste un hobby solitaire, puis sa voix a pris de la profondeur, de la chaleur. Quand elle chante aujourd'hui, ses proches disent qu'ils sentent quelque chose d'autre dans ses paroles, et sans qu'elle le cherche, des gens gravitent autour d'elle, non parce qu'elle s'exhibe, mais parce qu'elle vibre différemment. Son silence a fécondé un art. C'est exactement cela, le corps qui se tait n'est pas en pause. Il est en rituel. Ce silence devient l'autel où l'âme se déploie. Et dans ce déploiement, l'ancienne femme, celle qui attendait qu'on la remarque, disparaît peu à peu. La nouvelle femme, celle qui n'accepte plus les demi-mesures, celle qui n'entre plus dans les jeux d'illusion, prend place. Ce qui autrefois passait pour solitude se révèle être une communion avec sa propre vérité. Pourtant, qu'on ne s'y méprenne pas, ce chemin n'est pas linéaire, il y a encore des nuits de doute, des moments de nostalgie, cette tentation de retourner à l'ancien, juste pour se sentir moins étrangère au monde, mais à chaque rechute possible, la conscience agrandit. La femme sent immédiatement quand elle s'apprête à abandonner sa lumière pour un semblant d'affection, et souvent, elle choisit à nouveau de rester fidèle à elle-même. C'est cela, l'initiation, répéter l'acte de se choisir, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne non un effort, mais une évidence. La comparaison avec le cocon reste parlant. Dedans, l'ancienne chenille n'existe plus. Ses tissus se dissolvent avant de donner forme au papillon, et ce liquéfiement est douloureux, chaotique, mais sans lui. Aucun vol n'est possible. De même, la femme qui accepte de se laisser dissoudre dans ce silence renaît avec des ailes qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Et cette métamorphose ne reste pas confinée à sa vie personnelle, elle se met à rayonner comme un signal pour d'autres. Des femmes qui l'entourent, intriguées, sentent en elle une liberté qu'elles n'ont jamais goûtée. Elles osent alors, elles aussi, se demander « Et si moi aussi j'apprenais à rester dans le silence du corps, pour entendre enfin la voix de mon âme ?» Ainsi, sans discours, sans prosélytisme, cette femme devient phare. Elle n'impose pas, elle éclaire. Cette résonance sociale fait penser à ce que Jung appelait les archétypes, des figures universelles qui habitent l'inconscient collectif. En traversant son propre chemin, cette femme incarne l'archétype de la femme sauvage, celle qui n'a plus besoin de jouer, mais qui vit selon son instinct profond. Et parce qu'elle vit cet archétype en elle, elle réactive la mémoire des autres, elle devient déclencheur. Il n'y a plus, alors, besoin de justification. Elle ne cherche pas à expliquer son choix, ni à convaincre quiconque. Elle est devenue langage vivant, son silence parle pour elle. Et ce silence dit « Je ne suis pas puni, je m'élève, je ne suis pas en retrait, je suis en train de naître. » Et puis, il arrive à un moment où la métamorphose devient irréversible. La femme qui a traversé l'inconfort, les doutes, les nuits de solitude, se rend compte qu'elle ne peut plus revenir en arrière, elle ne peut plus se contenter des relations tièdes, des demi-amours qui servaient autrefois de pansement, non pas par arrogance peut-être, mais parce que son être entier a changé de fréquence. Ce qui satisfaisait hier ne résonne plus aujourd'hui. C'est comme si sa peau, ses yeux, son souffle avaient appris une nouvelle langue, et que les anciens codes lui semblent désormais trop étroits.
Dans cette nouvelle posture, l'amour n'est plus une quête pour combler, il devient un partage, un surplus. Elle peut aimer à nouveau, bien sûr, mais différemment. Elle n'aime plus par peur de manquer. Elle aime parce qu'elle déborde. Et les relations qu'elle crée à partir de cet endroit ont une nature radicalement différente. Elle ne repose pas sur le besoin, mais sur la reconnaissance mutuelle. Les recherches en psychologie relationnelle confirment cette transformation. Une étude de 2015 publiée dans Personality and Social Psychology Bulletin a montré que les personnes qui développent une forte estime de soi et une forte indépendance émotionnelle entrent dans des relations plus stables et plus équilibrées. Quand l'amour n'est plus une béquille mais une danse libre, il devient espace de croissance et non plus simple survie. On peut prendre l'exemple de Nadia. Après une longue période de retrait, elle finit par rencontrer quelqu'un. Mais contrairement à ses anciennes histoires, il n'y a pas de précipitation, pas d'élan compulsif. Elle ne cherche pas à combler un manque. Elle observe si cet homme résonne avec la paix qu'elle a construite en elle. Et quand elle réalise que oui, leurs chemins peuvent se croiser sans s'engloutir, elle entre dans la relation autrement. Quand cet homme lui dit « J'ai besoin de toi », elle répond en souriant. Moi, j'ai envie de toi, mais je n'ai plus besoin. C'est toute la différence. C'est ici que se révèle l'une des vérités profondes du chemin. Le silence du corps n'a jamais été une mortification, ni une punition. C'était une langue sacrée que le monde avait oubliée. Ce langage dit « Ton énergie vitale ne disparaît pas quand tu te retires. Elle se transforme. Elle devient clarté, discernement, feu intérieur. » Ce feu est ce qui rend la femme à la fois plus douce et plus indomptable. À ce stade, les anciennes blessures prennent une autre couleur. Ce qui semblait perte apparaît maintenant comme libération. Chaque relation passée devient une initiation déguisée. Chaque larme se révèle graine d'une lucidité nouvelle. Elle comprend que rien n'a été vain, parce que même les douleurs répétées lui ont donné une boussole, celle qui indique désormais « Donner ce que je ne veux plus » ce que je ne sais. C'est souvent là que naît une forme de mission intime, non pas bâtir une croisade, mais partager une lumière, car une femme qui a traversé le désert intérieur et en est revenue entière devient naturellement témoin pour d'autres. Elle sait parler du noir sans effrayer. Elle sait dire « Oui, je comprends ta solitude, mais derrière ce vide, il y a une porte, et celles qui l'écoutent perçoivent que ce n'est pas un discours théorique, mais un vécu incarné. » Chez Jung, ce moment correspond à ce qu'il appelait la rencontre avec le self, le noyau central de l'être. Au-delà de l'ego, c'est le point où la femme cesse de vivre pour être acceptée et commence à vivre pour se révéler. C'est une naissance spirituelle, mystérieuse, mais tangible dans chaque geste. Dans la vie quotidienne, ce changement est palpable. Elle n'accepte plus des projets qui l'éloignent de son essence. Elle parle moins. Mais ses paroles portent plus. Elle ne cherche plus à remplir des silences inconfortables, elle les habite. Et dans ses choix, il y a une clarté qui désarme les autres. Pourquoi ne fais-tu plus comme avant ? Un surpartournage, lui demande-t-on. Elle répond simplement parce que avant, je me perdais. Maintenant, je me retrouve. Le monde autour n'est pas toujours prêt pour une telle mutation. Certaines personnes s'éloignent, incapables de supporter une intensité qui les renvoie à leur propre manque. Mais ceux qui restent, ou qui apparaissent sur ce nouveau chemin, reconnaissent en elles une force rare. Car la femme, qui n'a plus peur de marcher seule, est aussi celle qui aime avec le plus de liberté. Ce silence prolongé a donc forgé une vérité indestructible. Elle n'est plus accessible aux manipulations, aux illusions, aux demi-amours. Elle ne cherche plus à occuper les anciens rôles. Elle n'aspire pas à redevenir muse, amante docile ou compagne suppliante. Elle veut être dans sa pleine présence, et elle refuse tout ce qui l'oblige à se rapetisser. Le plus extraordinaire, c'est que cette transformation est so subtile. Quand elle marche dans la rue, il n'y a pas de pancarte au-dessus de sa tête annonçant « Révolution intérieure accomplie ». Mais on le sent. Sa manière de se tenir, son regard qui ne fuit plus, son sourire qui ne demande plus rien mais offre, c'est un rayonnement tranquille, mais impossible à ignorer. Cible à alors le corps,
qui s'était un temps retiré dans le silence, pulse désormais d'une autre manière. Il ne réclame plus en urgence. Il bat comme un tambour sacré, régulier, intense. Il est devenu langage, non pas pour séduire ou distraire, mais pour témoigner. Ce corps l'a dit, je ne suis pas en manque, je déborde. À ce point du voyage, le puzzle est complet. La femme qui hier se croyait amputée par l'absence réalise aujourd'hui qu'elle était en train de semer. L'abstinence n'aura été ni désert ni perte de temps, mais un rite de passage, une sorte de chambre alchimique où s'est accomplie une transmutation invisible. Elle n'est pas sortie de ce silence comme si de rien n'était. Elle en sort différente, affirmée, entière. Cela ne signifie pas que tout est devenu simple ou lumineux, la vie demeure un cycle, avec ses hauts, ses bas, ses doutes. Mais la différence radicale, c'est qu'elle n'a plus peur de ce vide intérieur qui terrifiait autrefois. Elle sait désormais que c'est une source, pas un gouffre. Là où d'autres entendent le silence comme une punition, elle l'entend comme un langage sacré qu'elle a appris à lire. C'est une langue rare, mais ceux qui l'entendent savent qu'elle est authentique. Quand une femme dit « Je suis restée seule pour me retrouver », elle ne parle pas de solitude socialisée ou d'un simple célibat, elle parle d'un choix initiatique, d'un contrat avec son propre être. Et cette vérité a un poids particulier dans une société où tout pousse à se divertir sans cesse pour ne pas ressentir. C'est aussi pourquoi cette femme n'est plus manipulable. Une fois qu'on a traversé ses propres ombres et qu'on a appris à se tenir debout dans l'obscurité. Plus rien n'a le même pouvoir, les promesses creuses, les attentions superficielles, les fausses validations glissent sur elle comme l'eau sur la pierre. Ce qu'elle exige maintenant, ce n'est plus d'être adorée ou regardée, c'est d'être rencontrée. Vraiment, dans sa profondeur. En ce sens, elle devient dangereuse pour tout ce qui vit à moitié, parce que sa simple présence rappelle aux autres ce qu'ils fuient. Face à elle, chacun ressent « ai-je construit ma vie sur un élan véritable ou sur la peur de manquer ?» Et ce miroir dérange. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne supportent pas de voir leur propre incomplétude reflétée. Mais ceux qui restent en sont ceux qui veulent, eux aussi, affronter le chemin vers leur âme. Et puis vient une prise de conscience plus vaste encore. Elle comprend que son expérience individuelle est en réalité universelle. Son silence du corps n'était pas uniquement le sien, mais le symbole de toutes ces femmes qui ont été conditionnées à vivre dans l'anesthésie affective, à dépendre des regards, à sacrifier leur puissance pour quelques miettes d'amour. Elle porte désormais en elle la mémoire de ces millions de voix muselées. Et les scans on se réconciliant avec sa propre profondeur. Elle rallume aussi le flambeau collectif. Jung parlerait ici de l'expression du soi, non pas en tant que petite personne isolée, mais en tant que totalité qui s'accorde avec l'inconscient collectif. Cette femme devient un archétype actuel, celle qui ne demande plus la permission d'être, mais qui exprime enfin sa vérité brute. C'est là que tout s'aligne, les pertes qu'elle croyait définitives apparaissent sous un autre jour. Ces relations qu'elle pensait avoir ratées se révèlent avoir été des initiations. Chaque vide ressenti se transforme en espace sacré. Chaque abandon devient apprentissage. Car dans l'économie secrète de l'âme, rien ne se perd. Tout se recycle, tout s'intègre, tout se transmute en sagesse. Et de manière très concrète, elle vit désormais autrement, elle choisit des amours qui ne cherchent pas à la compléter, mais à l'accompagner. Elle ne se précipite pas dans un oui par peur du non. Elle ne confond plus passion et prison. Elle peut aimer avec intensité, mais sans dépendance, parce qu'elle le sait. Son âme était déjà entière avant de rencontrer quiconque. Un soir, devant son miroir, elle ne se dit plus « Suis-je assez ?» Elle se dit seulement « Je suis ». Et ce simple verbe contient plus de puissance que 1000 compliments. Ce nouveau regard sur soi est contagieux. Quand d'autres femmes croisent son chemin, elles reconnaissent en elle une sœur qui a traversé l'ombre et en est revenue avec une torche. Elle ne cherche pas à sauver qui que ce soit, mais par sa seule posture, elle dit « On peut survivre à ce silence. Mieux encore, on peut y naître.
Voilà pourquoi, à la fin, ce corps qui s'était fait temple n'est plus en veille. Il pulse désormais avec régularité, comme une prière silencieuse. Il ne cherche pas à prouver, il témoigne. Et dans sa chair même, il porte la mémoire d'un chemin accompli, celui de transformer l'absence supposée en abondance réelle. Ce n'est pas une fin, bien sûr, car ce type de voyage ne se clôture pas, c'est plutôt un seuil franchi, une identité nouvelle qui s'élève. La femme n'est plus l'esclave de la dépendance affective, ni de la peur de l'isolement. Elle est devenue ce qu'elle a toujours été, mais qu'elle n'avait jamais osé incarner, complète, souveraine, allumée de l'intérieur. Et c'est là que l'histoire se retourne en promesse, car une femme qui a traversé son propre silence n'est plus seulement une femme, elle est une fondation, un repère, une source. Elle n'est pas revenue vers le monde comme au premier jour. Elle est devenue un monde. Lorsque le chemin arrive à cette réconciliation, il n'y a plus de retour possible. Le silence du corps n'est plus vécu comme un manque, mais comme un langage intérieur que seule l'âme sait traduire. Chaque instant de retrait prend alors une valeur symbolique. Il devient une note dans une musique plus grande, que la femme apprend à écouter et à composer elle-même. Désormais, elle sait que son énergie vitale n'a jamais été perdue, seulement ralentie, concentrée, redirigée. Ce qu'elle croyait être une mise en sommeil était en réalité une préparation, une incubation. Le corps avait cessé de courir après l'extérieur pour protéger, comme un sanctuaire, la naissance d'un nouvel état de conscience. À partir de là, ses relations avec les autres changent profondément. Elle n'attend plus d'être sauvée, car elle sait que personne ne peut sauver ce qui, en elle, refuse encore d'être vu. Elle a traversé ses propres ombres, elle les a embrassées, et en cela, elle s'est sauvée elle-même. Cette autonomie bouleverse tout. Elle n'exige plus de l'autre ce qu'elle n'a jamais su se donner. Elle partage simplement ce qu'elle a cultivé en silence. C'est dans cette posture que s'ouvre une dimension nouvelle. La femme n'aime plus à partir d'un besoin, mais à partir d'un débordement. Elle aime parce qu'elle déborde d'une présence à elle-même. Et cette manière d'aimer est révolutionnaire, car elle n'enferme pas, elle libère. On le voit dans son quotidien, les refus qu'elle fait désormais ne sont pas des fermetures, mais des affirmations. Lorsqu'elle dit non à une relation qui grignote son énergie, elle dit en réalité oui à son intégrité. Lorsqu'elle garde le silence au lieu de se défendre, ce silence n'est pas soumission, il est maturité. Elle ne cherche plus à remplir le vide des autres, elle ne s'éparpille plus dans 1000 directions. Elle reste centrée, vibrante, claire. Au fond, c'est cela le grand enseignement. Le silence du corps n'a pas été une coupure, mais une renaissance. Abstinence ne veut pas dire absence, elle est transmutation. Elle est un seuil vers un état où la femme ne vit plus dans le manque, mais dans l'abondance de sa propre présence. Et quand enfin une nouvelle relation se présente à elle, ce n'est plus pour la compléter, c'est pour marcher côte à côte. Son cœur n'est pas une béquille, mais un espace ouvert à l'écoute et à la résonance. Elle n'accueille pas l'autre parce qu'elle ne supporte plus le vide. Elle l'accueille parce qu'elle s'est déjà rencontrée dans ce vide. Voilà la différence entre l'ancien et le nouveau. Cette traversée, Jung l'aurait décrite comme l'accomplissement du processus d'individuation, le moment où l'être se réconcilie avec toutes ses parts, avec l'ombre comme avec la lumière, et retrouve une unité profonde. Dans ce point de convergence, l'ego cesse de dominer et le soi peut enfin s'exprimer. Et c'est souvent là que naît une vocation, non pas sauver le monde, mais incarner la preuve vivante qu'il est possible de traverser le noir sans s'y perdre. Une femme qui a entendu la voix de son âme dans le silence devient naturellement une gardienne d'espoir pour d'autres. Elle sait parler sans détourner les regards de la douleur, mais elle sait aussi allumer ce petit feu qui empêchera quiconque d'abandonner en route. Alors oui, un corps peut se taire. Oui, des désirs peuvent sembler en sommeil, mais cela ne veut jamais dire que la vie s'est arrêtée, et bien au contraire. C'est souvent dans ces replis silencieux que se prépare la naissance des êtres les plus lumineux. Car une femme qui a traversé le silence et qui s'en est nourrie n'est plus une femme incomplète. Elle est un soleil intime, une présence autonome, une lumière contagieuse. Elle ne demande plus de place dans le monde, elle est devenue un monde en elle-même.
Et c'est pourquoi maintenant, tout est clair. Ce silence n'était pas absence. Il était langage. Ce n'était pas punition. C'était un rite secret. Ce n'était pas fermeture. C'était un seuil. Et celles qui plongent assez profondément finissent toujours par entendre. À l'autre bout, cette voix indestructible murmurait « Tu n'étais pas seul, tu étais en train d'émerger,